bonjour à tous, je m'appelle Jean-Luc Bénéim, donc je travaille chez Michelin à la Database Platform, et donc Alexis Massé, qui lui a fait un gros travail sur les CIS et qui va vous présenter les CIS dans le rapport à venir, la présentation à venir. Donc moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter simplement voilà, donc la présentation sur laquelle reviendra Alexis un petit peu plus tard. Moi, je vais simplement vous présenter la database plateforme dans laquelle nous travaillons. C'est en fait une squad, une équipe d'une douzaine de personnes dans le service infrastructure. Et en fait, on est là pour définir les normes et standards des bases de données qui vont être utilisées chez Michelin. Essentiellement 4 technos. PostgreSQL, qui est devenu la techno cible chez Michelin, qui a eu le courage de dire on arrête Oracle. Il fallait oser quand même. Donc Oracle, quelques applications rémanentes, MongoDB et Snowflake depuis quelques temps. Donc notre métier à nous, c'est de gérer le cycle de vie des bases de données sur lesquelles nous travaillons. Donc de la création à l'obsolescence, on fait donc de l'aide à la décision sur les technos à choisir, on fait du support aux équipes, de l'automatisation, parce qu'en fait, toutes ces bases de données s'accèdent en mode un peu cloud privé, à savoir qu'on a des outils d'interface qui permettent de provisionner des bases, de les étendre, de gérer les file systems, les utilisateurs, tout ça. Et donc, nous, en fait, notre métier, entre autres, c'est de développer des automatismes, des automatisations sur Ansible, sur Terraform pour pouvoir délivrer ces bases de données. Alors, Postgre dans la database plateforme. Alors, essentiellement, donc on bosse aussi, c'est un petit peu un gros mot, mais on bosse un peu avec EDB pour ce qui est des solutions on-prem. Et pour le communautaire, on est sur le cloud avec Flexible Server. Alors, donc, comme je vous le disais, Michelin a eu le courage d'arrêter le support Oracle. Et donc, en fait, tous les nouveaux projets partent sur Postgre. Et on fait beaucoup de migrations d'Oracle vers Postgre. Et typiquement, c'est une de mes charges de mener à bien ces migrations. Actuellement, typiquement, pour vous donner une idée, je travaille sur la migration de Clarity. Voilà, la gestion des feuilles de temps, c'est Clarity, elle est full Oracle. Et premier semestre 2026, on sera sur Postgre. Voilà, donc on travaille, c'est une grosse migration. Et voilà, en fait, l'éditeur Broadcom a livré une version Postgre. Donc on migre les données. Je travaille avec des DevOps qui, eux, migrent la partie applicative. Voilà, je vais laisser Alexis travailler, vous présenter les CIS. Donc bonjour à tous. Bon, je vais revenir rapidement sur le sommaire pour commencer, donc pour vous présenter un petit peu et vous introduire rapidement le sujet et comment je vais vous présenter ça. Donc je vais commencer rapidement par un petit contexte, donc que ce soit un contexte assez général pour toutes les entreprises ou pour notre cas chez Michelin. Ensuite, je vais passer justement à l'introduction au standard CIS pour vous faire comprendre un petit peu justement à quoi ça peut servir et ce que ça peut vous amener. Ensuite, je vais vous faire une petite démonstration de comment lancer et interpréter justement les premiers benchmarks, les premiers tests, pour avoir un premier résultat de score de sécurité sur vos bases de données. Ensuite, on va passer à l'analyse de ces résultats qu'on aura obtenus, pour ensuite passer à l'évaluation des recommandations qu'on pourra ou pas mettre en place, la mise en œuvre sur l'ensemble des bases de données, une vision sur le long terme, et puis je vais finir par conclure rapidement. Hop, donc pour le contexte, pour commencer, donc que ce soit au niveau global, au niveau de toutes les entreprises, bon, effectivement c'est un petit peu petit, surtout à droite, mais cette slide-là pour vous rappeler finalement que le nombre de cyberattaques, je pense qu'on est tous à peu près au courant, mais toujours en constante augmentation. Donc on peut voir notamment à gauche qu'entre 2024 et 2025, il y a eu quand même à peu près plus 15% de cyberattaques sur les grosses organisations. Donc effectivement c'est un chiffre assez important. Et en l'occurrence, à droite, ça va plutôt représenter les différents milieux dans lesquels ces cyberattaques sont faites. Donc, notamment, les premières lignes, on peut voir l'éducation, le gouvernement, les associations à but non lucratif, etc., etc. Mais en l'occurrence, pour l'exemple à venir, je vais me concentrer sur un milieu en particulier, qui est le manufacturing, donc justement dans le cadre de Michelin. Donc, on rentre dans plusieurs autres catégories, mais moi, je vais me concentrer sur celle-ci. Donc on peut voir qu'entre 2024 et 2025, on a fait plus 12% de cyberattaques sur cette catégorie d'entreprises-là. Voilà. Hop. Et donc justement, pour notre petit exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en exemple une petite usine Michelin, donc une usine fictive assez basique,
Donc, où toutes les lignes de production pour produire des pneus sont reliées à une base de données, une seule base de données. Et en fait, ici, ce que je veux vous présenter, c'est que si jamais cette base de données se fait attaquer, qu'est-ce que ça peut poser comme problème chez nous? C'est déjà que l'usine risque d'être complètement arrêtée. Avec une usine arrêtée, ça amène à des employés qui ne peuvent plus travailler et donc à une perte de profit. Donc effectivement, sécuriser nos bases de données, faire en sorte de diminuer ce risque, c'est quand même assez crucial, que ce soit pour nous chez Michelin ou j'imagine pour vous dans vos entreprises. Et donc cette partie-là nous amène à une question qu'on peut se poser, mais finalement, comment améliorer la sécurité de nos bases de données PostgreSQL? Et donc je vais vous faire une petite introduction au standard CIS. Donc CIS, qui sont les Center of Internet Security, donc c'est une entreprise, en fait une organisation qui est à but non lucratif, donc qui élabore des différentes recommandations de sécurité pour renforcer justement les SI globalement. Donc à savoir que ces recommandations-là ne sont pas faites que pour du PostgreSQL. Donc pour les bases de données, ça peut être, ils en font aussi pour du Oracle, du SQL Server, etc., etc. Mais même plus largement, ils en font par exemple pour tout le reste du SI, comme du macOS, du Ubuntu, tout ce que vous voulez globalement. Donc effectivement, c'est quand même assez intéressant. Ça peut permettre d'avoir un spectre assez large sur tout un SI et justement de partager cette solution de recommandation à vos éventuels collègues. Voilà. Et donc ces recommandations-là sont élaborées par des experts de la cybersécurité, donc qui sont employés justement par cette entreprise-là, mais aussi par une communauté collaborative internationale. Voilà. Donc à savoir que CIS, c'est une entreprise américaine, justement, je ne l'ai pas dit, mais donc la communauté collaborative est quand même internationale. Et donc ce sont des recommandations qui sont aussi reconnues, justement, à l'international. Donc c'est un point assez important. À savoir aussi, je tiens à préciser que effectivement les CIS, c'est une manière d'approche, c'est une façon d'approcher l'amélioration des sécurités de vos bases de données, mais effectivement il n'y a pas que ça, il y a aussi les recommandations ANSI, etc., etc. Finalement les recommandations CIS, c'est quelque chose d'assez complémentaire. Ça peut permettre justement d'améliorer la sécurité de vos bases de données d'un point, mais ça peut aussi permettre éventuellement, si jamais vous n'avez pas trop travaillé sur le sujet, de commencer justement à travailler sur la sécurisation de vos bases. Donc maintenant, je vais vous présenter comment lancer et interpréter un premier benchmark. Donc pour ça, il y a plusieurs façons, de lancer des benchmarks. Donc premièrement, ça va être via le site justement des CIS de récupérer des PDF en fait qui sont totalement gratuits et qui vous permettent d'avoir la liste de toutes les recommandations par version de PostgreSQL, etc., etc. Et donc ces recommandations-là, vous pouvez les analyser à la main. Mais en l'occurrence, il existe aussi des solutions qui permettent de faire ces scans de benchmark automatiquement. C'est ce que je vais vous présenter ici. Donc je vais vous en présenter 4. En l'occurrence, il en existe d'autres, mais je vais vous présenter ces 4-là. Donc le premier étant SysCAD Pro, donc, qui est justement la solution sous licence proposée par les CIS. Donc en l'occurrence, si jamais vous prenez une licence chez eux, vous aurez accès à leur site internet complet ainsi qu'à SysCAD Pro. Et donc l'avantage de cette solution, c'est la facilité de lancement d'un scan sur une base de données. Justement, je vais vous présenter juste après l'utilisation de SysCAD Pro. C'est effectivement super facile de scanner une base de données PostgreSQL ou autre et d'avoir le score de sécurité ainsi que tout le détail des recommandations qui passent ou pas. Après, le défaut sur cette solution-là, c'est que la configuration est assez complexe pour l'automatisation, notamment si vous souhaitez lancer ce scan-là sur un grand nombre de DB. Donc en l'occurrence, il y a d'autres solutions qui sont plus simples pour ça, donc notamment Tenable, donc qui est une solution pareille sous licence, donc qui ne fait pas que du scan pour les recommandations CIS. C'est une solution globalement de cybersécurité qui peuvent être utilisées, qui sont peut-être même déjà utilisées dans votre entreprise. Et en l'occurrence, cette solution-là permet aussi de faire des scans, de lancer des benchmarks CIS. Donc l'avantage de cette solution, c'est justement la facilité de configuration pour scanner un grand nombre de DB. Je vais vous présenter aussi rapidement, un petit peu plus tard, une démo de ce à quoi ça peut ressembler. Effectivement, lancer sur 200 bases de données en même temps, même si elles ne sont pas de la même version, c'est vraiment super facile, donc c'est vraiment pas mal. Cependant, c'est une solution qui ne correspond pas à un environnement cloud.
Une autre solution qui peut être intéressante peut-être pour commencer pour vous, ça va être CloudDB, qui est une solution gratuite, mais le défaut c'est qu'elle contient qu'un nombre limité de benchmarks. Donc effectivement ça peut peut-être être intéressant pour faire un premier POC, comprendre un peu comment fonctionne la solution. À savoir que Sys4 Pro propose aussi une version light de leur logiciel quand vous n'avez pas la licence, qui permet aussi justement de faire des tests, de commencer à comprendre comment fonctionne la solution. Donc pareil, ça peut vous permettre de découvrir un peu la solution. Et pour finir, Orca, qui est un petit peu dans l'idée un petit peu similaire à Tenable dans l'utilisation, mais qui, contrairement à Tenable, est plutôt prévu pour un environnement cloud et non on-premise. Voilà. Donc là, je vais vous faire une rapide démonstration justement avec le logiciel Sys4 Pro. Donc pour ça, ce qu'on a mis en place, c'est une petite machine Linux qui va comprendre justement dessus une base PostgreSQL EDB version 14, bon, un petit peu ancienne, mais ça fera bien l'affaire, et une machine Windows sur laquelle se trouve justement le logiciel Sys4 Pro. Voilà. Bon. J'ai fait ça en vidéo pour éviter l'effet démo, je vous avoue. Je me dis, on ne sait jamais. Donc, quand vous lancez le logiciel Sys4 Pro, voilà à quoi ça ressemble. En fait, vous avez donc deux menus au choix. Le premier qui est le basique, qui vous permet de lancer un scan sur la machine sur laquelle Sys4 Pro est installé. Et nous, ce qui nous a intéressé, ça va être le deuxième bouton, qui va être le bouton Advanced, qui va nous permettre de lancer un scan sur une machine distante, donc justement sur notre machine Linux. Donc ensuite, vous arrivez sur une page comme ça, toute bête, où vous donnez globalement toutes les informations sur votre base de données et sur le serveur. Hop, donc voilà, moi j'ai tout rempli ici. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va surtout être la deuxième partie de cette page-là, qui va lister en fait tous les benchmarks que vous pouvez lancer avec le logiciel. Donc là, je vous présente un petit peu justement, comme je l'ai dit, du macOS, du Linux, Google Chrome, Kubernetes, Microsoft Office, SQL Server, etc., etc. Et nous, en l'occurrence, on va se concentrer justement sur du PostgreSQL version 14. Donc voilà, nous on va sélectionner ça. Ensuite, ça vous demande de mettre une petite URL JDBC. Donc là, vous avez des guides sur leur site. Bon, et ici, j'ai mis un petit exemple. Attention, le password est en clair, mais c'est une base de test. La machine a été détruite après, je tiens à le préciser. Mais voilà à quoi ça ressemble, une URL JDBC. Mais vous avez des présentations justement sur le site qui expliquent comment les entrer si vous ne savez pas trop comment l'écrire. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez justement directement, donc, avant de lancer le scan, on arrive sur cette page-là. Donc cette page, en fait, elle va servir à choisir la manière dont vous souhaitez avoir justement le rapport de cette base. Vous pouvez l'avoir en différents formats, HTML, CSV, etc., etc. Et vous avez aussi un petit peu plus bas, donc juste ici, vous pouvez aussi faire pointer vers justement une solution graphique, justement, qui permet de lister tous les éventuels benchmarks que vous aurez lancés avec Sys4 Pro, de faire des stats avec ça, et de voir l'évolution au long terme de sécurité de vos bases de données ou autres, encore une fois. Voilà. Donc, en l'occurrence, nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, ça va être juste, hop, alors si ça veut bien se lancer, on va juste faire un petit format HTML, comme ça je vais vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble, et lancer le scan. Donc là, sur une base de données PostgreSQL 14, en l'occurrence, vu qu'en plus on pointe vers une seule base de données, c'est un scan qui se fait vraiment très rapidement, en 30-40 secondes, c'est fait. Donc après, forcément, quand vous avez un plus grand nombre de bases de données, c'est un petit peu plus long. En l'occurrence, nous, quand on le fait via Tenable, ça met une vingtaine, trentaine de minutes à être fait sur une centaine de bases de données. Voilà. Hop. Donc là, le scan est déjà quasiment terminé. Donc c'est vraiment assez rapide. Et comme vous voyez, c'est aussi super simple à configurer. Vraiment, c'est ça que j'aime bien dans cette solution. Voilà, donc là, le scan est terminé. Et donc juste en bas, vous avez un petit bouton qui vous permet d'afficher le folder qui liste tous les rapports. Et donc je vais vous en présenter rapidement un, à quoi ça ressemble et comment le comprendre. Donc déjà, vous avez le petit résumé de sur quel serveur ça a été lancé et quelle base de données a été scannée ici. Et on va se concentrer sur cette première page d'abord. Donc cette première page qui nous donne un tableau qui est super intéressant, justement des différentes recommandations. Alors avant de commencer à vous expliquer ce tableau, je tiens à préciser qu'il y a quand même un défaut sur le scan des recommandations CIS, sur PostgreSQL en particulier. Ça ne va pas être le cas sur du Oracle, sur du SQL Server, etc., etc. En fait, le défaut, c'est qu'il y a seulement à peu près la moitié, un peu plus de la moitié des recommandations qui sont analysées de manière automatique. Donc justement, je l'ai mis ici sur ce tableau, c'est qu'à gauche, vous avez toutes les recommandations qui ont été scannées de manière automatique, et au milieu, vous avez le nombre de recommandations manuelles qui n'ont pas été scannées, donc qui seront à lancer vous-même,
ou alors à automatiser ensuite de votre côté par la suite. Donc, en l'occurrence, ce pourcentage il variera selon la version de PostgreSQL. Sur les versions un peu plus récentes, ce pourcentage-là de recommandations manuelles est quand même un peu plus faible. Donc, justement, à gauche, les recommandations qui ont été scannées de manière automatique. On a justement les infos de quelles sont les recommandations qui sont pass, donc qui sont déjà en place, et les recommandations qui sont fail, donc justement qui ne sont pas en place. Voilà. Et donc tout à droite, on a le score en pourcentage, donc qui est ici de 56%. Et donc, en l'occurrence, ce score-là ne comprend uniquement les recommandations qui ont été scannées de manière automatique. Donc, il va falloir quand même analyser de manière manuelle les autres recommandations par la suite. Après, normalement, le pourcentage ne devrait quand même pas beaucoup varier. Ça donne quand même une très bonne indication, globalement, de la sécurité de votre base de données. Je vais vous montrer ça juste après, justement, le score qu'on a pu obtenir en scannant le reste des recommandations sur cette base-là. Voilà, donc justement, maintenant qu'on a un peu plus d'infos, on va pouvoir passer à l'analyse des résultats. Donc là, je reviens rapidement sur ce petit rapport. Et on va descendre un petit peu dans ce rapport pour comprendre un peu justement comment ça se lit. Donc déjà, vous avez le listing de toutes les recommandations par catégorie, donc que ce soit par du patch, file permission, auditing, etc., etc. Et vous avez vraiment le détail de chaque recommandation, si elle est pass, si elle est fail, si elle n'a pas été scannée. Et ensuite, vous pouvez directement cliquer sur une et avoir un peu plus de détails dessus. Et au niveau des détails, c'est vraiment intéressant parce qu'on a déjà une description de l'objectif de la recommandation, ainsi que comment la mettre en place notamment, et différents liens pour avoir un peu plus d'indications. Voilà, donc c'est vraiment super intéressant. Donc là, en l'occurrence, c'est pour une recommandation fail. Et ici, j'en ai pris une autre en capture d'écran, qui est une recommandation justement qui est analysée à la main, de manière manuelle. Donc, en l'occurrence, ce rapport-là ne nous le donne pas, mais les PDF que vous pouvez récupérer de manière gratuite sur le site vous permettent d'avoir, en fait, si jamais vous n'avez pas trop d'idées de comment lancer l'audit, de voir justement si cette recommandation est en place ou pas, ça vous donne justement une explication de comment le faire. Donc moi, je vais vous le présenter rapidement aussi. Ça vous donne l'occasion de présenter leur petit site, de où trouver cette information-là. Donc ici, c'est sur la version payante, donc ça ne sera pas sur le PDF, mais ce sera directement dans la liste de tous les benchmarks. Donc ici, d'abord, on commence par chercher le benchmark dont on a besoin. Donc ici, on peut voir notamment tous les benchmarks en PostgreSQL 14, avec différentes versions. Je vais revenir dessus sur ce point-là de pourquoi il y a différentes versions au benchmark. Et donc ensuite, vous cherchez tout bêtement sur la colonne de gauche la recommandation dont vous avez besoin. Donc ici, j'en ai pris une en exemple, une 2.3. Donc voilà, ça ressemble un petit peu, justement à comment c'était présenté juste avant, sauf que justement ici on a la partie audit procédure qui est en plus, qui peut être vraiment pratique pour certains si vous n'avez pas forcément l'idée de comment lancer le scan, comme je vous le disais juste avant. Voilà. Donc voilà comment en fait lancer les scans manuellement pour les autres recommandations si vous n'avez pas trop l'idée. Hop. Donc voilà un petit exemple aussi justement de Tenable quand on a scanné un plus grand nombre de bases de données. Donc ici je crois qu'il y en avait à peu près 90 qui ont été scannées. Donc en l'occurrence Tenable, vu que ce n'est pas une solution qui a entre guillemets pour but de lancer des scans CIS, le jargon utilisé n'est pas tout à fait le même. Donc en l'occurrence ici vous avez dans la colonne sévérité high, medium ou info. High qui signifie que la recommandation est fail. Medium qui signifie qu'elle est à scanner de manière manuelle et info signifie qu'elle est passée. À savoir ici que sur les recommandations qui sont fail, justement. En l'occurrence, sur la colonne de droite, on voit sur le nombre de bases de données sur laquelle cette recommandation-là a été scannée. Donc ça ne veut pas dire que sur les 84 bases, cette recommandation-là est fail. En fait, ça veut dire que sur ces 84 bases-là, il y en a au moins une qui a été fail. Donc voilà, justement, quand vous cliquez et que vous obtenez plus d'infos, vous avez la liste de tous les serveurs sur laquelle la recommandation a été checkée. Et effectivement, on peut voir qu'il y en a seulement quelques-unes qui ont été fail. Voilà. Et ensuite, vous pouvez recliquer et vous pouvez avoir le même type d'infos, sauf que là, en plus, vous avez l'output qui a été obtenu. Donc voilà, ça ressemble un petit peu. Là, j'ai mis directement le bas de la page, mais c'est un peu le même principe. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'analyse des résultats. Maintenant qu'on a justement les résultats qui ont été lancés de manière automatique et qu'on sait maintenant comment lancer ceux qui sont analysés de manière manuelle, ça nous permet d'obtenir un score final. Voilà. Je reprécise ici. Voilà, donc
après avoir fait ce scan-là, on va pouvoir justement obtenir le score final. Hop, si ça veut bien passer. Voilà. Donc justement, après analyse, donc 33 recommandations ont été analysées de manière automatique, ce qui nous a donné un score de 56%. Et une fois que j'ai analysé toutes les autres recommandations de manière manuelle, ça nous a donné un score de 59%. Voilà. Hop. Et donc par la suite, l'étape suivante sera d'abord d'identifier la liste des recommandations donc, n'étant pas en place, pouvant être justement pertinentes à mettre en place ou non. Effectivement, ça va être impossible globalement d'obtenir un score de 100%. Donc ce sera selon les bases de données des raisons différentes. Ça peut être par exemple pour certaines bases de données des contraintes métiers qui nous empêchent de passer certaines recommandations, une architecture spécifique, etc. etc. Donc ça nous permet de faire un premier tri sur les recommandations qu'on ne pourra pas mettre en place. Donc ensuite, sur les recommandations qui restent, on va pouvoir identifier leurs impacts sur les users et l'accès aux données. Voilà, pour éventuellement pouvoir faire un premier tri, une première priorisation, et aussi pouvoir prévenir les users si jamais il va y avoir un impact ou pas. Une fois que cette étape-là a été faite, on va pouvoir passer à la documentation donc que ce soit des éventuelles demandes à faire, des dérogations, ou alors aussi des recommandations qu'on ne peut pas mettre en place, histoire de documenter pourquoi on ne peut pas les mettre en place pour une éventuelle équipe SSI, pour avoir plus d'infos pour eux. Donc maintenant, au niveau de la priorisation. Donc, pour moi, la priorisation, c'est une partie importante pour plusieurs raisons. Notamment, ça va nous permettre de mettre en place nos recommandations en plusieurs étapes. Donc, pourquoi les mettre en plusieurs étapes et pas toutes d'un coup? Parce qu'effectivement, si vous n'avez que 20 à mettre en place, ça pourrait être possible. En fait, pour moi, c'est intéressant de les mettre en plusieurs étapes, déjà pour augmenter rapidement le score de sécurité. Effectivement, dans une première étape, vous n'avez pas passé de 59 à 90%. Vous avez peut-être passé au bout d'un mois de 59 à 65%, de 65 à 70, etc. etc. plutôt que d'attendre 5-6 mois de passer à 59 à 90. Voilà. Ça va aussi faciliter l'analyse d'éventuelles erreurs, si jamais il y en a qui apparaissent, on ne sait jamais. Et aussi, ça permet de diviser les tâches entre différentes personnes, justement pour la montée en compétences, etc. etc. Nous, pour la priorisation, dans le cas de Michelin, on s'est concentré sur différentes parties. Donc, les recommandations qu'on a priorisées, ça a été celles qui répondaient aux priorités MGSR. Donc, rapidement, les MGSR, c'est les Michelin Global Security Rules, qui sont des règles de sécurité qui sont justement définies par Michelin. Et donc, il y a certaines règles qui sont définies pour PostgreSQL, en l'occurrence. Donc, voilà, toutes les bases de données où il y avait certaines recommandations qui ne répondaient pas à ces critères-là, on a priorisé ces recommandations-là en premier. Ensuite, on est passé sur la mise en place des recommandations entre guillemets faciles et rapides à mettre en place. Ce que j'entends par là, c'est surtout les recommandations qui n'impliquent pas d'éventuelles extensions, par exemple. Voilà. Donc pour en prendre une en exemple, c'est vrai que dans une des recommandations, il est demandé de mettre en place BG Audit, si jamais vous ne l'avez pas en place. Effectivement, nous, on s'en occupe plutôt dans un troisième temps, les recommandations qui sont justement plus complexes à mettre en place, qui demandent un paramétrage un peu plus précis. Voilà. Donc on revient rapidement à notre petit exemple de notre petite base de données. Donc pour rappeler, notre score actuel est de 59%. Donc sur les 68 recommandations qui ont été analysées, il y en a 40 qui sont déjà en place. Voilà. Et donc après avoir justement défini quelles recommandations on mettra en place, il y en a 19 qui ont été identifiées comme pouvant être mises en place. Et donc on a réparti ça en plusieurs étapes. La première, justement, où on va mettre en place 6 recommandations, en un mois à peu près, ce qui nous permet d'obtenir un score de 68. La deuxième étape, 75, et la troisième, 87%. Voilà. Donc ça, un petit peu plus long, mais voilà, ça nous permet de mettre ça par étapes et de monter petit à petit le score, comme j'ai pu vous le dire. Voilà. Et maintenant, on passe à la mise en œuvre, justement, de ces recommandations-là sur l'ensemble des bases de données. Donc bon, là, c'est un petit peu du bon sens, mais pour chaque pilier de recommandation, on répartit ça en 5 étapes. Premièrement, c'est mettre à jour les scripts de déploiement automatique des nouvelles bases de données. Donc pourquoi on commence par ça? Ça va être justement pour faire en sorte que toutes les nouvelles bases de données qui seront provisionnées à partir de maintenant seront à jour et seront compliantes au niveau des recommandations qui ont été définies. La deuxième étape, ce sera de créer justement un script. Donc nous, en l'occurrence, ça a été un petit script YAML qu'on a lancé via du Ansible, etc.
pour mettre à jour les paramètres des anciennes bases de données, celles qui sont déjà provisionnées, déjà en place. Donc après cette étape-là, on met à jour justement les bases de données de pré-prod pour justement pouvoir faire une première analyse et voir si au bout d'une ou 2 semaines, il y a des problèmes qui sont détectés ou pas. Et si jamais il n'y en a pas qui sont détectés, on peut ensuite lancer ça en prod. Voilà. Donc maintenant, un petit point sur le long terme. Donc déjà, c'est important de ne pas oublier que dans le cadre de PostgreSQL, il y a une version majeure qui sort par an. Avec une version majeure, va sortir justement une nouvelle version, un nouveau benchmark. Voilà, donc c'est important de finalement continuer régulièrement à aller voir ça. Et aussi, comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure, c'est qu'il y a différentes versions pour un même benchmark sur une même version de PostgreSQL. Par exemple, la PostgreSQL 14, on était à la version 1.3 qui allait être bientôt dispo. Donc ce que je veux dire par là, c'est que globalement, même si c'est une ancienne version de base de données, il peut y avoir quand même des nouvelles recommandations qui peuvent être apportées plus tard. Donc ça reste important de rester renseigné à ce niveau-là. Et enfin aussi, ça reste intéressant, je pense, de mettre en place un scan automatisé. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on utilise Tenable. Donc ce scan qui va se lancer tous les mois, qui va permettre de voir si notre score qu'on a défini a baissé ou pas entre-temps. On ne sait jamais, il peut y avoir un DevOps, un développeur qui a fait une modification qui fait qu'une base de données ne répond plus aux critères qu'on s'est fixés. Donc à ce moment-là, on va pouvoir agir et corriger. Voilà. Et donc pour conclure, donc finalement, qu'est-ce que ça nous apporte les CIS? Ça nous apporte un bon moyen d'améliorer la sécurité de nos bases de données PostgreSQL. Donc comme j'ai pu vous en parler, ce n'est pas la seule manière d'améliorer la sécurité de vos bases, mais ça reste un bon moyen de les améliorer. Parce qu'en l'occurrence, au niveau des recommandations qu'ils proposent, il y a différentes catégories, donc que ce soit du log, de l'audit, les droits pour les users sur des dossiers, etc. etc. Voilà. Donc de nombreuses recommandations, que ce soit ici dans le cadre de PostgreSQL, mais aussi, comme j'ai pu vous en parler, pour d'autres solutions, concernant le SEO de manière générale. Voilà. Et donc pour revenir à notre petit exemple de notre petite usine, finalement, maintenant qu'on sait que son score de sécurité est de 85%, on a grandement diminué les risques de cyberattaque, ce qui finalement réduit les risques d'éventuelles pertes d'argent et nous donne quand même l'esprit plus tranquille. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Ou alors si jamais vous en avez d'autres qui viennent plus tard, n'hésitez pas à nous contacter par la suite, Jean-Luc et moi. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour et merci d'aborder le sujet du CIS. Alors moi je suis parti du PDF gratuit. Oui. Alors je prends toujours la dernière version parce que je trouve qu'elle... après j'adapte en fonction des versions de Postgre de notre parc. J'ai trouvé en étudiant le CIS que beaucoup de règles étaient à adapter Ouais. à l'entreprise, à son SI. Oui. Et du coup, moi, je suis parti sur une solution que j'ai développée pour auditer. Mais je suis curieux de savoir comment fonctionnent les solutions généralistes pour marcher pour tout le monde, quoi. Qu'est-ce que vous entendez par les solutions générales justement des 6.4 Pro, des Tenable, vous voulez dire, au niveau des scans? Ce genre de produit, oui. Alors là, 6.4 Pro, en l'occurrence, je vous ai présenté un petit peu comment lancer un scan de manière graphique. Donc vous pouvez aussi justement l'adapter, scripter un petit peu justement la manière dont il se lance. Donc finalement, cette solution-là est plus complexe à mettre en place, mais elle peut potentiellement aussi plus correspondre aux besoins de certaines entreprises. C'est juste qu'il va falloir mettre les mains dans le moteur, entre guillemets, pour bien paramétrer cette solution-là. Pour du Tenable, pour du PostgreSQL, c'est pas du tout la même manière de configurer, c'est même plutôt assez simple. En fait, pour vous expliquer rapidement comment on l'a configuré, c'est-à-dire qu'on fait un appel à un inventaire qu'on fait de manière automatique tous les jours, de justement tous nos serveurs et de toutes les bases de données qu'on a. Et donc à partir de là, on a une catégorie, alors j'ai oublié le nom honnêtement, mais en fait on a une catégorie qui nous permet de définir quels sont les benchmarks qu'on va vouloir lancer. Donc en l'occurrence, on a déjà un premier tri sur les serveurs qui contiennent des bases de données PostgreSQL, peu importe leur version.
Et ensuite, ce paramétrage-là qui nous permet de lister tous les benchmarks. Donc par exemple, on peut en mettre un en 17, un en 16, un en 15, etc. etc. Et ensuite, il va y avoir un filtre qui va être fait au moment où vous lancez ce scan-là, qui va faire que finalement, même si vous avez 100 bases PostgreSQL de différentes versions, vous aurez quand même le résultat pour la bonne version pour chacune des bases de données PostgreSQL, qui sera justement faite dans un gros rapport à la fin. Donc un petit peu comme j'ai pu vous présenter, mais en l'occurrence, vous pouvez aussi générer un rapport HTML, un Excel si vous préférez. Donc voilà comment ça fonctionne pour Tenable. En l'occurrence, moi j'ai surtout travaillé sur le 6.4 et du Tenable. Donc après, pour les autres, je ne saurais pas trop vous dire. Ce sera à aller creuser, mais voilà. Merci. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des recommandations que vous ne trouvez pas du tout adaptées à votre SI? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, justement, comme j'ai pu le citer, c'est par exemple si on a une architecture en particulier qui fait qu'il y a certaines recommandations qu'on ne peut pas mettre en place. Là, j'ai pas d'exemple de recommandation en tête, mais ça nous est arrivé, bien sûr. Nous, chez Michelin, comme j'ai pu le dire, c'est que c'est impossible d'obtenir un score de sécurité de 100% en fonction des besoins métiers, des différentes configurations des bases de données, etc., etc. Je ne vais pas vous dire quel score on a, mais globalement, ce qu'on vise, c'est un score d'à peu près 90 et quelques pourcents. Donc finalement, il y a quand même un grand nombre de recommandations qu'on peut mettre en place, mais effectivement, les mettre toutes, c'est impossible. Voilà. Merci. Merci à vous. Nous avons une question du chat. Quelle est la version de Linux choisie chez Michelin pour le déploiement de Postgres ? Ça va dépendre de quand est déployée la DB, je dirais. Donc là, je crois qu'on est sur du Red Hat 9, ouais. Red Hat 9 sur les dernières versions. Donc voilà. Merci pour la présentation. J'ai une question sur les recommandations. Est-ce qu'on sait si les personnes derrière CIS se sont rapprochées des développeurs de Postgres, de la core team de Postgres pour savoir un peu ce qui était bien de faire ou pas? Ou est-ce qu'ils ont fait leur truc dans leur coin et ils ont dit c'est ça les bonnes pour le coup, j'aurais pas la réponse. Okay. Je pense qu'ils se sont rapprochés, j'espère aussi, mais j'aurais pas la réponse. Vu que ça reste quand même des experts et des membres de la communauté, à mon avis, il doit quand même y avoir un lien, mais je préfère ne pas confirmer quand même, dans le doute. Donc voilà. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais des questions d'ordre organisationnel. Est-ce que vous avez détecté des régressions ou des effets de bord suite à l'implémentation des recommandations de votre processus d'analyse? Est-ce que parallèlement, vous avez mené des campagnes d'analyse d'impact sur vos applicatifs? Et enfin, est-ce que vous avez sensibilisé vos équipes, pas seulement votre équipe base de données, mais aussi les autres équipes qui composent votre DSI, pour justement les sensibiliser ou leur donner les best practices pour éviter que ces problèmes de sécurité ne reviennent? Alors oui, donc pour commencer, ouais, effectivement, on a fait une analyse après avoir mis ces recommandations-là. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de rediminution du score des sécurités. Après, effectivement, ça peut arriver par la suite. Justement, c'est pour ça qu'on a mis en place ce scan automatique. Oui. Non, on n'en a pas eu. Par rapport justement aux recommandations qu'on a choisies, on a décidé justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas justement de régression sur les applications au bout. Voilà. Concernant ensuite le partage de connaissances, donc alors ça c'est pas censé apparaître normalement, mais oui, donc il y a eu un échange qui a été fait avec les équipes, effectivement, pour leur présenter déjà la solution. J'ai pu leur faire une présentation aussi justement du sujet et de l'objectif du sujet, et aussi régulièrement, dès qu'on met des nouvelles recommandations, on les tient aussi informés du fait qu'il va y avoir des recommandations qui seront mises en place. Voilà. Après, au niveau des bonnes pratiques, effectivement, ça on n'en a pas forcément parlé pour l'instant, en tout cas. Mais voilà, ça reste une partie qui reste à faire par la suite. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon je passe aux miennes. Déjà, ça me fait quelque chose savoir que Clarity va passer sous Postgres. Franchement, gros chantier. Bravo Jean-Luc. Deux questions. Ce que tu décris là, c'est finalement un travail de fond qui est fait au quotidien et régulièrement par
par votre squad ou c'est par période, je veux dire, tous les ans, vous vous posez et vous analysez toutes les bases? Alors ça, c'est plutôt, je dirais, par période. Disons qu'on va quand même aller voir... on travaille régulièrement quand même. Donc en fait, on a ça dans notre backlog. C'est-à-dire que régulièrement, on va aller mettre en place des nouvelles recommandations qu'on n'a pas encore mis en place. Et aussi, on va voir justement régulièrement s'il y a eu des nouvelles versions des benchmarks qui sont sortis. Donc là, en l'occurrence, pour Postgre 18, c'est pas encore sorti. Ça devrait sortir d'ici fin janvier, début février. Mais ouais, on va quand même regarder régulièrement s'il y a des nouveaux benchmarks qui sortent. Et en fonction, s'il y a des nouvelles recommandations qui sortent, là, on va aller les étudier et voir si on peut les mettre en place ou pas. Voilà. Ouais, merci. Et je pense à autre chose aussi. On a eu quelques aperçus des recommandations qui peuvent être formulées par ces normes et ces outils. J'ai vu des choses concernant les répertoires de logs, j'ai vu des choses concernant la suppression de PSQL History. Alors, deux questions par rapport à ça. Est-ce que c'est scoré en termes d'importance et de sécurité, ces différentes recommandations? Est-ce qu'on va vous dire, par exemple, que supprimer le PSQL History, c'est plus important que faire autre chose, par exemple? Première question. Et deuxième question, est-ce que tu as d'autres exemples de recommandations assez usuelles que vous avez dû passer sur vos instances? Alors au niveau de la priorisation et du scoring, on ne va pas en avoir en tout cas sur PostgreSQL. Parce qu'effectivement, pour les recommandations CIS, il y a l'existence de différents levels de sécurité, level 1 et level 2. Donc selon justement l'importance entre guillemets de la recommandation. Mais sur PostgreSQL, il n'y a que le level 1. Donc il n'y a pas de scoring en particulier pour chacune des recommandations. Ça va vraiment être à votre analyse personnelle entre guillemets. Donc voilà. Après, en termes d'exemples d'autres recommandations, j'avais parlé justement de la mise en place de PG Audit. Ça peut être aussi la définition de certains passes, la définition d'un UMask un peu plus restrictif aussi. Là, j'en ai plus en tête, mais voilà, il y a, comme je disais, il y a 68 recommandations pour la version 14. Il y en a un peu plus après pour les versions suivantes. Mais bon, voilà. Bien, je crois qu'on a au moins encore une question. Peut-être une dernière, un truc d'ancien. Autrefois, on essayait d'atteindre des niveaux de certification de l'Orange Book. Je ne sais pas si ça parle à certains. Et bon, je suis encore trop vieux, encore plus vieux que... en fait, ça combinait des vérifications de sécurité croisées entre le matériel, l'OS et le système de base de données. Je me rappelle que Oracle essayait d'atteindre des niveaux B1, des choses comme ça. Est-ce que là, on ne fait pas des vérifications morceau par morceau, mais est-ce que vous combinez ces vérifications de sécurité Tout dépend de comment vous allez lancer vos benchmarks, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire que vu qu'effectivement, vous pouvez lancer des benchmarks sur une bonne partie entre guillemets, du SI, des différentes solutions que vous avez, à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir entre guillemets, des infos un peu partagées. Sinon, si vous lancez juste le benchmark de Postgre, j'aurais tendance à dire que non. Voilà. Encore une question du chat qui a disparu. Mais je la vois pas. Ah. Pardon. Quelle est la version de... Non, pardon, c'est pas là. Si, c'est celle-là. Est-ce que le déploiement de Postgre sous la forme de containers est déjà présent chez Michelin? On y travaille. D'accord. Bonjour. Moi, j'ai une question sur la stratégie du choix des outils pour les rapports d'audit. C'est a priori plutôt des outils propriétaires. Oui. Un des piliers de la sécurité en général, c'est la transparence. Donc pour moi, il y a un truc qui est un peu obscur à ce niveau-là. Et je me demande si c'est un critère qui a été évalué quand vous avez fait votre choix. Et voir s'il existe des alternatives open source qui sont peut-être plus transparentes sur leur fonctionnement. Et aussi, moi, quand je vois des outils propriétaires qui ont des accès privilégiés sur votre récit, donc les outils d'audit, ça me semble être aussi un risque. Je ne sais pas si vous avez évalué ce risque-là aussi.
Alors ça, au niveau du risque sur le risque sécurité au niveau de ces solutions-là, j'avoue que c'est pas moi qui travaille sur ce genre de sujet, donc je ne saurais pas trop répondre. Après, pourquoi on a choisi ces solutions-là? Donc nous, en l'occurrence chez Michelin, on utilise 6.4 Pro, Tenable et Orca en fonction des différents cas, etc., etc. Donc pourquoi? C'est parce que Tenable et Orca, on les utilisait déjà en dehors du lancement des scans CIS. Donc finalement, c'était des outils qu'on avait déjà, qui étaient assez faciles à adapter, donc on les a utilisés. Et 6.4 Pro, bon, c'est un outil qui est spécifiquement utilisé pour les scans CIS, qui était déjà utilisé, donc pareil, j'ai pu l'utiliser. Voilà. Donc au niveau des solutions open source, j'ai pu vous en citer une. Après, effectivement, j'ai pas trop creusé la question parce que nous, on avait déjà ce qu'il fallait entre guillemets en interne, et donc ensuite, ça a été une analyse justement de finalement qu'est-ce qui était le plus adapté dans notre cas. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ces solutions-là. Donc après, c'est à creuser. Donc il y a CloudDB qui est une solution open source, mais qui a le défaut de contenir seulement un nombre de benchmarks restreint. Ou sinon, vous pouvez le faire à la mano, à votre sauce, en partant des PDF qui sont accessibles gratuitement, sinon sur le site des CIS, dans le pire des cas. Voilà. Eh ben, merci Alexis, merci Jean-Luc pour votre présentation. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup.